Bonjour, bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, on est ravis de vous retrouver pour le numéro 8, je crois déjà, avec de plus en plus d'interactions sur les réseaux sociaux, des gens qui s'expriment. Donc, continuez à réagir sur les sujets. Ça nous aide et ça nous accompagne. On a une actualité qui est foisonnante depuis notamment l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et on s'est dit aussi que c'était important de garder le rythme qu'on s'est choisi. On continue à explorer ce qui se passe ailleurs, chez les gens qui sont pas nécessairement dans l'orbite traditionnelle des GAFAM. Donc on va commencer avec Sandrine par un sujet sur la Corée. Tu peux nous expliquer comment tu vois les choses? Alors, je pense qu'on est dans une phase où, en dehors des polarités, américaines et chinoises, il y a quand même une forme de résistance de pays non alignés au niveau digital qui s'organisent. On sait que le Canada, a notamment, édicté des lois qui ont amené un gros bras de fer avec Meta. On sait que l'Australie aussi est assez volontariste, a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, et cetera. Donc il y a comme ça des entités avec lesquelles l'Union européenne pourrait envisager des collaborations, et c'est le cas avec la Corée, puisque la Corée a été notamment l'invité l'an dernier de Vivatech, et c'était une année de collaboration assez forte avec la France et avec l'Europe dans le cadre de la recherche Horizon Europe. Mais voilà, la Corée a des traits distinctifs qui sont inspirants pour nous. Le premier, J'ai c'est juste oublié de dire qu'on parlera de Stargate après. Voilà, pardon de t'interrompre, mais premier sujet, c'est sur la Corée et je te laisse. Voilà, donc c'est pour ça que Stargate, on pense tout de suite à la riposte et Voilà. à comment on peut aussi faire masse ensemble avec des gens qui veulent un autre modèle que le Et, gigantisme. et qui en ont les moyens, et qui en ont les moyens Voilà. culturels, technologiques et économiques. Alors effectivement, la Corée, c'est une grande puissance culturelle et c'est une grande puissance technologique. C'est 51 millions d'habitants, c'est 70 millions de portables, donc une culture du mobile ultra forte, et puis une culture aussi de la souveraineté, parce que c'est Ouais. quand même un pays qui est en guerre, Mm. et de nombreux points communs avec nous, notamment sur la frénésie réglementaire, je crois qu'ils sont assez bons aussi. Ils ont un règlement des protections des données qui est vraiment la transcription du RGPD. Ils ont une loi sur l'IA, ils ont une loi sur l'éthique gouvernementale qui doit justement expliquer quand ils utilisent de l'IA et selon quels critères. Voilà, ils ont Et du droit d'auteur, ils ont vraiment tout un schéma réglementaire. j'ajouterais qu'ils ont une industrie culturelle pop, on va dire, exceptionnelle. On se souvient en musique de Gangnam Style, qui a été le premier sujet de YouTube pendant des années. Dans les séries, évidemment, il y a Squid Games, qui est un des numéros 1 de Netflix. Dans le cinéma aussi. Dans les webtoons. Donc, il y a vraiment Les K-dramas voilà. et en fait, ce qu'on appelle la vague coréenne, ben, ça rapporte plus de 100 milliards de dollars au pays entre les K-dramas, la musique, le tourisme et cet effet d'attraction. Et c'est supérieur à l'automobile et c'est supérieur à l'électronique. Voilà. C'est ça Voilà, le donc décor dans lequel tout ce qui est en train de se passer a lieu. Donc c'est pour ça qu'on consacre cette partie vraiment importante à la Corée. Alors qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Alors, d'une part, peut-être donner les traits, un peu les traits distinctifs du digital en Corée. Alors, d'abord, il est dominé par des grands conglomérats un peu à la japonaise, qu'on appelle les chaebol. Donc, il y a Samsung, il y a LG, SK, pardon, LG, Lotte. Voilà, il y a des grands conglomérats, donc des entreprises familiales qui ont des participations croisées et donc qui mènent la politique industrielle du pays. Une politique qui est aussi menée par cette industrie de la défense et par tout cet enjeu de souveraineté, et puis aussi des particularités culturelles et notamment linguistiques, parce que ben, le coréen, c'est ardu, et en plus, ça impose une expérience utilisateur différente, et Ouais. donc, du coup, beaucoup de champions coréens. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on peut citer Kakao, qui est à la fois le Uber, le moteur de recherche, le Google Maps coréen. On a Naver, qui est son concurrent, qui lui aussi offre vraiment une gamme hyper complète de recherche
de conseils, etc. Donc, comme tu peux voir, c'est assez opaque quand on voit ça en coréen. Et puis, on a également Snow, qui est l'équivalent de Snapchat, sur lequel j'avoue, je me suis offert quelques guilty pleasures parce que la culture du selfie et la mise en scène de soi est vraiment énorme en Corée. C'est vraiment l'occupation, c'est un hobby, quoi. Et donc, voilà, c'est à la fois pour faire ses photos professionnelles de profil ou déconner carrément. Ah, ça, on te reconnaît presque pas. Ah Oui, oui, ben là, voilà, je pense que j'avais abusé de l'alcool là-bas ou je ne sais rien, mais mais voilà. en fait, ça veut dire que même si tu n'es pas habitué au caractère coréen, tu peux jouer avec les apps. Elles sont suffisamment ergonomiques pour que tu t'amuses avec. Alors, il y a certaines apps qui sont en bilingue, Ouais. mais grosso modo, tu reçois des notifications en coréen. Donc, en fait, c'est pas. De toute manière, quand tu arrives en Corée, tu es analphabète. Tu penses que tu vas t'en sortir avec Google Translate, mais en fait, les traductions sont vraiment baroques parce que la structure des langues est très différente. Donc, tout ça concourt au fait qu'il y a vraiment une culture technologique spécifique Et et des. ergonomique et design. Voilà, et Kakao et Naver, c'est 90% des apps, des consultations des apps en Corée. Donc, c'est vraiment difficile pour les GAFAM, sans être interdit, d'entrer dans le système. Absolument. Moi, quand j'étais chez Microsoft, on avait exactement le même genre de souci pour MSN, parce que le design était totalement différent. Et c'est surtout, en fait, la vraie barrière, elle est culturelle, parce qu'ils ont leur manière de percevoir les choses. Il y a un élément aussi qui était très fort, c'était qu'ils étaient toujours en train de tester. C'était le premier pays au monde à l'époque qui avait testé la 3G, le très haut débit. Mm, Et donc, ils avaient déjà les usages, en fait. mm. Et c'est important, je pense, pour leurs opérateurs notamment, qui connaissent déjà les usages, qui travaillent toujours avec une longueur d'avance sur, disons même la fabrication des devices, quoi. Mmh. Alors, c'est aussi le troisième producteur de semi-conducteurs, et donc de hardware, donc alors qui est plutôt sur le hardware, pour la mémoire, de hardware de stockage, mais Samsung est vraiment en train de mettre le turbo, pour aussi assurer une indépendance sur l'hardware et sur les processeurs GPU. Donc il y a vraiment cette souveraineté de fait et puis ce désir politique d'être souverain avec un appareil réglementaire qui est comparable finalement à celui de l'Europe, voire qui va plus loin. Et une industrie de l'armement, il faut le dire, qui est extrêmement forte. On s'en est rendu compte parce que finalement, ça fait partie des très grands fournisseurs de l'Ukraine, hein, Mmh, la République de Corée du Sud. mmh, Et elle est née d'une guerre, hein. Donc elle est mmh. née de la partition de la Corée après la guerre de Corée. Ça ressemble furieusement à ce que pourrait devenir l'Ukraine si jamais il y a un accord de paix avec une partie à gauche, une partie à droite, enfin, et puis une volonté d'exister, quoi, Non, industrielle. puis eux, ils s'estiment toujours en guerre, hein. Il y Oui. a il y a toujours le service militaire, il y a des avions de chasse qui passent partout, donc non, non, c'est pour eux, ils sont en guerre. Donc ils sont en éveil et d'ailleurs, ils sont dans une situation politique un peu instable, hein, donc Mmh. faut savoir que le palais présidentiel a été déserté en 2 mois. Toute la présidence en 2019 a quitté le palais présidentiel pour aller s'établir dans un autre bâtiment, tellement probablement le bâtiment était complètement truffé d'éléments D'Omicron. d'espionnage, quoi. Donc, voilà, il y a une forme de paranoïa justifiée qui justifie le fait d'avoir des solutions nationales en plus d'une mentalité relativement patriote, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Donc, mais tout ça, c'est la politique. Mais en termes d'usage, c'est aussi des gens qui font plus d'une heure de trajet en métro, qui ont inventé le format Webtoon parce que le format Webtoon permet une lecture avec un seul doigt et d'avoir son téléphone dans sa main. Donc, il y a vraiment toute ce mode de vie autour de la techno. Alors, après, l'une des difficultés en matière d'IA, c'est que les modèles d'entraînement aujourd'hui, moins de 2% des contenus sont en coréen. Donc, il y a aussi cette nécessité pour eux d'avoir une IA efficace sur leur langage. Donc, les premiers opérateurs nationaux d'IA, c'est très naturellement Samsung qui a inclus des fonctionnalités IA dans ses téléphones et notamment sur le S24.
et Good avec des information at the fonctionnalités qui sont restaurant we wanted to check principalement out le our trip. multilinguisme, No problem. avec la Start by possibilité, pressing the par call exemple, button. de parler dans une Then, langue et tap qu'on the vous three réponde dans dots une and autre. select Donc Settings. c'est assez pratique Choose quand on Live a une langue très Translate, then minoritaire. tap to switch Et it on. puis aussi de la prise de Then, set your notes, et une languages. fonctionnalité que je trouve So, très English intéressante, for us. c'est la synthèse de conversations And téléphoniques. Spanish for the restaurant. C'est tout bête, mais ça And doit we're all être assez set. pratique Wait, professionnellement. what if the Donc là, restaurant c'est has dans le technical téléphone. Hein. difficulties? On est, that's on est fine. bien en face d'un Live opérateur Translate qui works even when the other fabrique un person isn't téléphone, et using a demain, Galaxy cette phone. technologie, elle Now sera watch and be amazed. pour tous les gens qui achètent un Tout à fait. ce Et téléphone. là, la Please, gamme please, let me come S25 in. va sortir, et ils ont une approche idem à Hi, Apple, I'd like to make a c'est-à-dire qu'au reservation lieu on de April mettre 1st ces at petites 7 p.m. fonctionnalités un petit peu partout qu'il faut rentrer dans les paramètres, il y a un vrai assistant à côté global qui intègre des briques My name's Samsung, Grace. mais pas que, parce que si j'ai bien compris, il y a aussi du Thank Gemini. you. Donc une approche Also, vraiment with transcript assist, you can d'assistant change your IA voice recordings dans le into téléphone. text. Comme Open Apple voice Intelligence, enfin, recordings. ce que Apple Intelligence a Exactement, dit. Tap the one you c'est wanna la make même notes approche, from. et c'est une approche, Select je transcribe. pense aussi commerciale, de dire donner la valeur au téléphone Oui. par une présence visible de l'IA. Mhm. Donc ça, c'est pour Samsung. Et puis Naver a lancé sa propre IA qui s'appelle Clova. Et il y a une nouvelle version qui s'appelle Hyper Clova. Donc Naver, c'est avant tout un moteur de recherche, hein, c'est le Google coréen. Et donc ils se sont orientés vers une solution, je Ah là, dirais, il a un avatar. voilà, alors et les Coréens adorent le divertissement, donc évidemment ils se régalent avec la mise en scène d'eux-mêmes et la fiction. Mais le nerf de la guerre pour Naver, c'est aussi de garder le business des recherches. Et donc lui, c'est le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur chez Et Naver? il s'occupe du design, Ah d'accord. Ah oui. design de service. Et donc il intègre en fait toutes les IA, quoi. Non, c'est une IA spécifique, Ouais. et donc qui s'appelle QA. Donc On a vu la marque tout à alors l'heure. pour Ouais. l'instant, elle existe que sur desktop, mais elle va être implémentée sur les téléphones bientôt. C'est l'équivalent du copilote de Bing, D'accord. donc qui vient venir enrichir avec de l'IA des recherches multifacteurs, multi-agents. Mais ils font pas que ça, ils font aussi de tout ce qui est prise de notes, tout ce qui est toutes ces commodités qu'on a autour du speech to text, de image to text, etc. Et aussi quelques services de type sociaux comme Clova Care Call, qui est un agent conversationnel pour les personnes âgées, puisque c'est un pays qui vieillit à grande vitesse, pour vérifier que tout va bien avec quelqu'un, qu'il est en bonne santé, qu'il n'a pas de problème de santé. Donc, toute une gamme aussi dans la partie médicale, et donc multi-usages, vraiment comme Google, qui essaye d'aller au-delà de sa ligne de business traditionnelle. Donc ça, c'est un assistant. Alors, assistant IA, non? C'est un assistant IA, mais il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres exemples, Okay. D'autres études de cas de comment on peut utiliser cette IA pour des usages, des cas d'usage précis. Et puis Kakao, et c'est le concurrent de Naver, donc eux, ils se sont plutôt spécialisés sur l'image. Parce que tout ce qui est fonctionnalité sur le mobile, de transformation d'image, etc. Alors, j'ai oublié de dire sur Samsung qu'il y a une fonctionnalité qui est super intéressante qui s'appelle Circle to Search. Donc, on prend une image, on prend une photo, on entoure et on va directement à l'endroit, un peu comme un QR code, mais fait à la main. Et puis après, chez Kakao, pas mal de génération visuelle, puisque, comme je disais, ils ont vachement le sens de l'image et tout ça. Donc, ils aiment bien jouer avec les images et se mettre en scène ou mettre en scène des choses. Donc, toujours dans le domaine vraiment du divertissement. Et puis ensuite, on peut quand même citer LG qui lui s'oriente plutôt sur la robotique. Alors à la fois sur l'électroménager, mais aussi des assistants à la maison. Donc ce qu'ils appellent l'intelligence affective. Donc des petits robots qui surveillent votre maison, ce que fait votre chien, prend des photos, etc.
Donc ça, c'est du grand public qui existe déjà ou ce sont des démos Ça existe déjà. Alors après, est-ce D'accord, que ça se vend massivement? Je ne saurais te le dire, mais en tout cas, ça marche, quoi. ça marche. Et donc, tu interagis avec et puis elle s'occupe dans la maison, quoi. C'est un Voilà, robot et ça peut sympa. être de l'assistance pour les personnes âgées, donc vraiment Mm. une IA distribuée dans le monde physique, quoi. Ouais, Voilà, d'accord. après Coupang, donc l'équivalent d'Amazon, donc qui est vraiment dans le quotidien des gens. Vous avez besoin de 3 bouteilles d'eau et ils vous livrent dans l'heure, hein, c'est de la folie. Et alors, ils vous livrent tout, des marques de luxe jusqu'aux choses les plus basiques. Et c'est pour pallier justement les difficultés de transport, etc. C'est vraiment une logistique de super proximité. Donc là, on est plutôt dans la catégorie agent conversationnel. Mhm. Parce que voilà, c'est l'usage numéro un. Mais voilà, tout ça se développe et tout ça sont des fonctionnalités, enfin des fonctionnalités, comment dire, qui marchent, qui sont opérationnelles, qui s'exportent. Donc, sachant que la Corée, bon, le marché américain, c'est quand même un marché important pour eux, notamment sur l'électroménager. Donc, ils vont Euh, prendre les tarifs de Trump en pleine tête ou pas? Alors oui, parce qu'en plus, ils ont des usines au Mexique et au Canada. Alors Ah oui. pas du tout sur cette partie-là, sur la partie électroménager, mais Mhm. donc ils ont déjà commencé à dire que peut-être ils allaient agrandir des usines qu'ils ont aux États-Unis, etc. Ouais. Donc sur le marché vraiment de l'électroménager, je pense ils vont essayer d'éviter ça. Mais l'industrie de l'IA et des Du services numériques reste téléphone. quand même une chasse gardée. D'accord. Voilà, alors après, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On a cette convergence culturelle quand même et ces collaborations dans la recherche et développement. On a aussi des différences. Eux, ils ont vraiment ces grands conglomérats qui font 60% Ouais. du PIB et un tissu de start-up peut-être un peu plus parcellaire, un peu moins efficace. Notamment, ils sont très inspirés par la French Tech et ils ont envie de faire la même chose dans ce côté animation de la French Tech. Après, ils ont aussi un facteur qui est que leurs talents partent moins aux États-Unis, partent moins en Chine, toujours à cause de cette question culturelle, mais nous, on a ce problème-là quand même. Et puis, il y a quand même toujours l'enjeu du capital. Hein. On a une question quand même d'échelle, donc qui fait qu'un pays de 50 millions d'habitants reste un pays de 50 millions d'habitants. Mais en tout cas, on voit notamment le sommet sur l'IA qui se profile là, les 10 et 11 février. L'édition précédente était organisée en Corée. Donc, il y Ouais. a vraiment cette idée d'agir ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant. En tout cas, Et c'est qu'est-ce vraiment à suivre. Et notamment, je conclurai en disant que beaucoup de marques de luxe françaises expérimentent des devices, notamment tout ce qui est essayage virtuel ou univers virtuel en Corée, parce que c'est un marché très fort, mais avec une acceptation de la nouveauté technologique et un engouement qui leur permet de tester des tas de choses. Il y a un élément qui est souvent commun à l'Asie, c'est que c'est une tradition de long terme. Il y a déjà des partenaires, en fait. Naver, par exemple, est là depuis 2017 en France, je crois. Et Tout à fait. ils s'inscrivent dans le paysage et ils prennent des participations ou ils rachètent des boîtes. Ils La sont, marque n'est pas forcément connue en France. Ils sont à Station F. C'est Ouais, l'un des partenaires majeurs de Station F. Donc, ils incubent des startups françaises. Ils sont intéressés par la culture et la formation mathématique en France. Hein. Huawei aussi a son centre de recherche fondamental en France. Hein. Donc, d'accord. la Comme les culture Américains, quoi. mathématique intéresse les Asiatiques. Les talents de l'IA français, ils viennent aussi les chercher à Station F. Bah, Tout écoute, à fait. merci. Je pense que c'est très important qu'au fur et à mesure, au fil du temps, on se construise comme ça une bibliothèque entre guillemets d'exemples avec des sujets qui montrent ce qui se passe, parce que il va falloir dans les mois et les années qui viennent, comme tu le disais, nouer des partenariats et aussi prendre énormément de recul face à l'actualité qui nous est souvent imposée par les sources américaines Mm. qui est souvent un peu un trompe-l'œil. Donc le deuxième sujet dont on va parler, c'est justement ce qui s'est passé autour de Stargate, mais de manière plus générale, la capacité des Américains à mettre leur actualité en avant, et puis à la projeter comme si c'était une actualité mondiale, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué.
Le deuxième sujet, donc, c'est vraiment cette annonce absolument fracassante de Donald Trump, qui dit on va investir 500 milliards de dollars, c'est le projet Stargate. C'est très Reaganien comme approche, comme Reagan avait lancé la guerre des étoiles. C'est très spectaculaire, puisqu'on dit 500 milliards, ce qui est une somme absolument impensable. D'ailleurs, en réalité, ça fait des mois, peut-être même des années, que Sam Altman travaille sur cette question, parce qu'il veut préparer, disons, l'infrastructure qui va permettre à ces projets de continuer à être en tête, puisque c'est aussi un problème d'infrastructure, c'est pas qu'un problème de logiciel. Et donc, il était depuis des mois en train de chercher de l'argent, notamment dans les pays du Golfe. Et quand il a dit qu'il levait 100 milliards, qu'il voulait lever 100 milliards, tout le monde a levé les yeux au ciel, parce que pour l'instant, il fait que brûler du cash. Il doit avoir 4 milliards ou peut-être 3 ou 4 milliards de chiffre d'affaires. Et il est déjà en train de dire que pour continuer, il va falloir qu'il lève 100 milliards. Et donc là, le coup de théâtre, c'est l'annonce des 500 milliards. Et c'est le fait que le président des États-Unis se transforme en VRP. D'abord, il a une connaissance très forte de Masayoshi Son, qui est le patron de SoftBank. Larry Ellison, c'est un de ses proches, depuis toujours, républicain, qui l'a financé. Et donc, on voit arriver Sam Altman qui ficelle une opération très spectaculaire. Mais c'est donc un président qui annonce une opération privée, finalement. Et qui, en plus, dit il n'y a pas d'argent du contribuable dedans. Ouais. Et il faut regardons un peu le sujet que le Parisien a fait, parce qu'il trouve qu'ils mettent bien le décor en place. Il claque un gros chiffre bien rond, plein d'emplois. Donald Trump a voulu frapper fort en annonçant un jour après son investiture le lancement du projet Stargate, un plan d'investissement colossal dans l'intelligence artificielle sur 4 ans. Alors pourquoi autant d'argent ? Déjà pour construire plus de data centers qui vont permettre de développer des intelligences artificielles beaucoup plus performantes. Puisque c'est le nerf de la guerre, sans les données et sans les moyens de traitement, on ne peut pas développer des systèmes d'IA. On va se poser la question de quel type d'énergie va être utilisé pour les alimenter. Et la vraie question, ça va être la question de l'eau. Ces data centers vont consommer énormément d'eau et donc les autres secteurs de l'économie vont être impactés par cette consommation. Et grâce à ce boost, ce sont pas mal de projets liés à l'IA qui devraient voir le jour. Ça va libérer les capacités de calcul. Donc il va y avoir de nombreux champs, tout ce qui est robotique, dans l'armement, de détection de cibles ou de véhicules entièrement autonomes. Une voie sur laquelle ils souhaitent pousser, c'est vraiment dans le médical, donc après avec la recherche de nouveaux médicaments. L'identification de causes de cancer. Cette annonce, en tout cas, elle n'a pas fait que des heureux, puisqu'Elon Musk, qui s'est lui aussi lancé dans l'intelligence artificielle avec sa société xAI, n'était visiblement pas content de voir son concurrent, la société OpenAI, faire partie de ce plan d'investissement. Il n'est pas content puisqu'au final, de leur principal concurrent va avoir encore plus de capacité de calcul et donc ça va lui demander encore plus d'investissement. Mais surtout, si Trump a choisi d'investir une telle somme, c'est pour se distancer de la Chine. China. Évidemment, en Europe, on ne peut pas concourir. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans le cœur du débat. Cela dit, Elon a raison, ils n'ont pas l'argent, ça c'est vrai. C'est vrai, mais c'est une levée de fonds en fait. C'est une levée de fonds et il dit qu'ils vont devoir dépenser, en plus sur la durée du mandat de Trump, c'est 4 ans, 500 millions en tout, en gros 100 millions chaque année. Ils ont déjà les 100 millions et Microsoft a dit qu'ils étaient déjà mis à 80. Ils ont les 100 millions, les 100 milliards, les 100 milliards de la première année. Ils cherchent les 400 qui restent. Et d'ailleurs, à Davos, Trump a dit, je vais demander à mon ami MBS, qui va investir 1000 milliards aux États-Unis, chez moi, de contribuer. Il va sans doute mettre 600 millions sur ce projet. Donc on est effectivement dans une SoftBank qui passe déjà les 2/3 de sa trésorerie, donc je veux dire, ils vont devoir aller chercher d'autres gens et peut-être de l'argent saoudien, émirati, etc. C'est certain que c'est pas à la portée du premier venu. Encore une fois, OpenAI gagne pas d'argent. Larry Ellison a beaucoup d'argent, mais il n'a pas tant de capacité d'investissement que ça, peut-être 4 à 10 milliards, ce qui est déjà pas mal. Et puis, le fonds, en tout cas du Golfe, MGX, ils ont à peu près 1 milliard en actifs, mais on ne comprend pas comment ils vont aller chercher tout cet argent. En revanche, c'est une opération phénoménale de relations publiques et de marketing politique, pratiquement, parce que la réalité, c'est que depuis 4 à 5 mois, il y a une grande inquiétude en fait dans la Silicon Valley et au plus haut de l'État américain. C'était
l'ancien conseiller de Biden qui l'avait sorti, que ça a été repris par un journal qui s'appelle Axios. En fait, la situation est catastrophique, il a dit. Pourquoi? Parce que, en fait, cette avance que l'Amérique pensait avoir 4 ans d'avance sur la Chine, en fait, elle est plus de 4 ans, parce qu'il y a eu un coup de théâtre, une petite appli chinoise, et derrière elle, toute l'industrie chinoise, notamment en open source, qui rebat les cartes avec un nouveau modèle. On peut regarder le début du sujet de NBC, CNBC là-dessus. Ça coûte que 6 millions. Si. And Google, which expects capital expenditures in 2024 to soar to over $50 billion. Voilà, 51 milliards annoncés, qui a mis 13 milliards pour faire OpenAI, et il y a une petite appli chinoise, 6 millions. Le Temu de l'IA. Donc là, le patron de Microsoft qui dit « Ah non, c'est sérieux, hein, c'est pas de la blague. » An open source model that does what is this inference time compute, and it's super compute efficient. It beat Meta's Llama, OpenAI's GPT-4o, and Anthropic's Claude Sonnet 3.5 on accuracy on wide-ranging tests, a subset of 500 math problems, an AI math Et ça a été vérifié qu'il est plus efficace que les plus performants des modèles open source, ceux de Facebook. Et Talon, tu as essayé? Moi j'ai essayé, oui, sur la version, c'est très rapide. J'ai pas pu vraiment vérifier la cohérence de tout, mais ce que j'ai vu, c'était ultra rapide. C'est très étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude que l'open source soit aussi rapide. Pour l'instant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de multimodal. Hein. C'est vraiment le chatbot qui va super vite et qui répond en français à toutes tes questions. Donc, c'est déjà surprenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça remet en cause, parce que c'est de l'open source, énormément des prérequis, en tout cas de ce qui était dans l'esprit de tous les acteurs fondamentalement américains. Ça baisse le ticket d'entrée, quoi. Ouais. Ça casse le ticket d'entrée, et surtout en termes technologiques, et c'est aussi pour ça que je vous encourage, on mettra le lien, à regarder le sujet que CNBC a fait avec cette journaliste qui est vraiment remarquable. Elle a interrogé le patron de Perplexity AI, qui est donc un des concurrents d'OpenAI, qui explique qu'en termes de computing et en termes de construction, c'est très, très intelligent. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas accès aux grandes GPU parce que le gouvernement Biden avait bloqué l'infrastructure. Et en fait, ils ont développé une technologie et un savoir-faire alternatif. C'est pas une copie. Il y a une création dans la manière dont ils ont entraîné leur IA qui leur a permis, en gros, parce que c'est une image, de s'appuyer sur tout le travail des super LLM qui avaient investi des milliards pour se concentrer sur des choses dans lesquelles ils sont partis de plus haut et évidemment de moins cher. Et c'est tout à fait juste. Le patron de Perplexity explique pourquoi en fait c'est un secteur dans lequel tout le monde s'inspire du travail des autres, sauf qu'eux sont arrivés en dernier et quelque part ils ratatinent un peu, pardonnez-moi l'expression, ils utilisent très intelligemment le travail des autres, et en plus ils ont un vrai savoir-faire. Donc c'est pas une copie, c'est pas du tout, il y a une partie d'innovation et c'est en plus de l'open source. Donc ça rebat violemment les cartes. On peut regarder de toute manière, culturellement, les Chinois, ça les gêne pas d'imiter. Ils considèrent que c'est comme ça qu'on innove. Et ce que tu racontes, ça me rappelle un peu Huawei qui a été en crise au moment où ils avaient misé sur la 3G et puis que la 3G prenait pas. Et du coup, ils ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité? Bon, on va faire du cloud. Et maintenant, je pense que c'était un investissement plus que pertinent, quoi. Et donc, ça fait partie super pragmatique, quoi. Exactement. Et il y a beaucoup de startups. Et ça a été depuis le début la stratégie chinoise, notamment très expliquée par Kai-Fu Lee, dont on va parler, qui était l'ancien patron de Google Chine, qui depuis le début a dit, en fait, c'est un objectif du parti d'être premier dans l'IA depuis une trentaine d'années, depuis la défaite face aux joueurs de Go électronique. C'était un choc culturel. Et ils ont mis en place une vraie stratégie, un peu un rouleau compresseur. Ils ne sont pas nécessairement les premiers, mais quand ils y mettent les moyens, c'est à la fois des startups, des fonds d'investissement et des industriels, souvent plus ou moins liés à l'armée, d'ailleurs. Huawei, c'est aussi il y a une partie qui est militaire, qui investit et puis qui s'inspire, copie et invente. Et regardons ce que dit DeepSeek, ce que dit CNBC dans le sujet. Bottom line is our inference cost
Donc ça, c'est Kai-Fu Lee, qui lui aussi a monté un fonds. C'est quelqu'un qui a écrit un super bouquin qui explique comment l'IA en Chine va utiliser l'effet de masse. Ah oui. So if you wanted to build a you.com or Perplexity or some other app, you can either pay OpenAI $4.40. Et ils attaquent le coût, en fait, de l'IA. Ça coûte juste 10 centimes pour faire une requête avec des tokens. Mais comment ils font? C'est ce qu'elle est en train d'expliquer. Il y a une partie qui a été publiée, hein, les white papers existent. Et l'objectif, c'est que cette open source, elle vienne de Chine. Et ça, c'est le patron de Perplexity. L'objectif, c'est de posséder l'écosystème, le mindshare, et pour attaquer le leadership américain. Donc c'est sûr que par rapport à ça, il y a une réponse capitalistique de Trump, qui est de dire ah, oui, mais je vais mettre encore plus d'argent, mais... Et ça va être... C'est pas la réponse à la question, en fait. Et ça va être fermé. Ouais. Et ce que répond très bien, et c'est pour ça qu'ils sont tous inquiets, Another consequence of China's AI breakthrough is giving its Communist Party control of the narrative. la contre-attaque, c'est de dire attention, vous êtes dans les mains du parti communiste. C'est une contre-attaque qui vient de la presse américaine, qui est vraie en plus, enfin, qui est structurée, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont interdites dans DeepSeek. On ne peut pas parler de Tiananmen Square. Et c'est porté par le porte-parole de OpenAI, celui qui s'occupe des affaires publiques, qui dit attention, là, vous êtes en train de basculer du côté obscur de la force. C'est pas faux, mais pour faire des synthèses de documents, on s'en fout. Exactement, et c'est ce qui risque de se passer avec de l'open source, c'est que les gens vont l'utiliser pour autre chose. Et vont développer de manière ouverte de l'IA. Des utilités, en fait. Exactement. Donc on est effectivement dans une bagarre où il y a un effet d'annonce très puissant de la Maison-Blanche pour continuer à développer des modèles fermés parce qu'on veut garder cette avance. Voilà, c'est le leadership de l'Amérique qui est en cause. Et donc, il y a l'effet d'annonce Stargate avec la mise en scène, l'arrivée des investisseurs, enfin, tout ce qu'on a vu, qui est spectaculaire. Et puis, en fait, derrière, il y a une bagarre qui s'est continuée d'ailleurs à Davos. Hein, quand vous regardez les présentations de Davos, Trump remet le couvert et puis il réexplique que c'est le leadership de l'Amérique qui est en cause. Et quand vous regardez ce qui se passe dans les startups aujourd'hui dans la Silicon Valley, ils sont tous sur DeepSeek en essayant, puisque c'est open source, de rentrer dedans et de comprendre comment ça a été fait pour s'en inspirer à leur tour. Il y a beaucoup d'inconnus parce qu'on ne sait pas quelles sont les datas qui ont servi à utiliser, à faire vivre ce système. Mais je vous encourage à regarder l'interview parce que pendant 25 minutes, le patron de Perplexity montre la portée de ce qui est en train de se passer, et puis il en parle de manière très ouverte, parce que bon, il est américain, et puis aussi parce qu'il a des investisseurs, et que si jamais, DeepSeek réussit, ça change complètement toute une partie du marché de l'IA, notamment dans les pays qui sont pas spécialement alignés sur les États-Unis, ou qui n'ont pas envie. Et je trouve que c'est aussi une leçon, quelque part, pour nous, parce qu'on a des alternatives qui aujourd'hui sont inspirées d'OpenAI, on en connaît, comme Mistral ou d'autres, mais il y en a d'autres qui pourraient aussi naître de ce que les Chinois ont fait, précisément parce qu'on a les ingénieurs, parce qu'on a l'intelligence, parce qu'on a les talents, et parce que ce que les Chinois démontrent, c'est que effectivement l'open source, et ça, il faut reconnaître que tous les gens, notamment de métal, ont dit, l'open source, c'est peut-être le talon d'Achille de la stratégie américaine. Il y a un autre élément, je pense, qui va revenir dans le débat, c'était déjà dans le sujet de CNBC, c'est en fait le problème de l'énergie et le problème du climat. Parce que le problème du choix américain, disons le gigantisme, c'est que c'est ultra consommateur en énergie, donc le problème du nucléaire, et puis derrière, ça pose des problèmes sur l'environnement, qui sont pas du tout triviaux. Et parce que le programme, c'est 20 data centers sur 4 ans. C'est ça. Et des data centers énormes, donc beaucoup d'énergie, et puis un problème d'eau. Alors qu'il y a un pays qui est le pays qui a un peu inventé l'intelligence artificielle, hein, c'est l'Angleterre, avec Alan Turing, essentiellement, pendant la guerre, qui est parti
à fond dans l'IA, avec un Premier ministre qui est du Labour, donc de gauche, et qui est pour finalement le développement de l'IA, qui s'appelle Keir Starmer, et il est parti comme un furieux, on va dire, sur l'IA en disant ça va moderniser, ça va permettre de moderniser l'administration, ça va être la solution pour remettre l'Angleterre, je dirais, dans la compétition mondiale. Et effectivement, on commence à voir, là, il y a un très bon podcast qui est sorti la semaine dernière. Pourquoi est-ce que l'IA est aussi soif? Et c'est une spécialiste de l'environnement du Guardian. Qu'est-ce que ça veut dire, les conséquences finalement d'une IA généralisée? Et ça pose des questions du climat, et puis elle prend des exemples concrets. Elle montre qu'en fait, il va y avoir un problème de pénurie d'eau. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut refroidir en fait les fermes de serveurs, et parallèlement, il faut avoir beaucoup d'énergie. Et donc, ça veut dire que ce qui est envisagé avec le gigantisme américain, quand on est un pays comme l'Angleterre, une île, comme on le sait tous, c'est pas du tout trivial, et ça posera des problèmes politiques, parce que du coup, Keir Starmer se retrouve avec son aile gauche à l'intérieur du Labour, et ces écolos qui disent est-ce que tu as réfléchi aux conséquences environnementales et énergétiques de ce dont tu parles? Personne n'y a réfléchi. Ils ont annoncé un plan de 14 milliards, ce qui était considérable. Il y a un problème d'échelle entre ce que veut faire l'Angleterre et ce que annoncent les États-Unis. Et puis, il y a un problème de taille du pays. Et eux, ils sont pas sortis de l'accord du climat. Ils ont des échéances, et ils ont des engagements environnementaux à tenir. Donc derrière, ça va effectivement poser un problème politique. Donc on voit bien que la voie américaine... Il y a des chances que les Anglais se rapprochent un peu de la stratégie européenne. Il faudrait que la stratégie européenne existe, qu'elle soit suffisamment cohérente pour laisser de la place à des gens comme l'Angleterre. Et puis, ils sont toujours ambigus, les Anglais. Ils ont toujours aussi une relation spéciale avec l'Amérique. Oui, mais enfin là, ils sont un petit peu méprisés actuellement. Enfin... Voilà. En plus, ils sont pas ils n'ont pas le rang auquel ils s'attendaient. Donc, voilà, ils sont pas républicains. Peut-être une opportunité à saisir aussi. Voilà. Et donc, il y a forcément une opportunité à saisir. Il y a une capacité de travailler ensemble pour changer d'échelle. Donc, il y a effectivement tous les dossiers qui sont sur la table. Parce que, et surtout, les sujets de souveraineté sont revenus au premier plan. Et ça compte presque autant que l'environnement, parce que l'environnement a plutôt tendance à être passé au second plan actuellement. Mais il y a l'énergie, la souveraineté, notamment sur le plan militaire, parce que c'est des infrastructures militaires, et puis la capacité à tenir finalement en termes de financement et en termes de technologie. Donc on est vraiment au démarrage de quelque chose. Donc derrière l'histoire de Stargate, en fait, il y a quelque chose de plus riche qu'on va suivre. On n'est pas sûr d'avoir les réponses, et il n'est même pas sûr d'ailleurs que ce soit que l'Europe, parce que ceux qui vont co-présider les fameuses réunions à Paris, ça va être les Indiens, qui ont envie de pas être alignés sur la Chine, qui n'ont pas spécialement envie d'être alignés sur les Américains, qui ont beaucoup de leurs cadres qui sont partis, les talents indiens, ils peuplent la Silicon Valley. Ouais, les restrictions des migrants, si elles vont toucher aussi des profils qualifiés, donc les barrières douanières, elles vont aussi toucher les services. Donc on est avec l'histoire des Indiens, peut-être qu'il peut y avoir aussi une alliance avec les Indiens, leur industrie informatique est très puissante, pour faire contrepoids à la volonté, on va dire, transactionnelle et assez nationaliste des Américains. Donc on est dans une redéfinition profonde, avec peut-être des choses qui vont sortir qu'on n'a pas imaginées jusqu'à présent. Et surtout une dimension politique qui était sous-jacente et qui est maintenant très très nette, quoi. Qui est nette chez les Américains et nette chez les Chinois. Chez tout le monde. Maintenant, ouais. Il est temps qu'on s'occupe de notre souveraineté. Alors après, est-ce qu'elle est française ou européenne, ça on est un peu schizophrène. Française, elle est trop petite. On n'est pas de taille, un peu comme les Anglais. Européenne, elle n'est pas bien définie, ou pas simplement qu'européenne, sur des valeurs ou sur des intérêts communs. Donc, comme ça arrive dans l'armement, il y a des consortiums qui naissent autour d'un certain nombre de projets. Voilà. On continue après ces sujets stratosphériques par des sujets un peu plus légers. Oui, on va revenir à l'essentiel, à savoir l'art.
Moi, je suis tombée sur un article du Quotidien de l'Art que j'ai trouvé très intéressant autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle par les artistes racisés pour exprimer et recréer une mémoire autour d'informations que finalement l'IA n'a pas, à savoir une lecture vivante, véritable, authentique de la réalité, notamment de l'esclavage. Alors, l'article aborde plusieurs travaux d'artistes, mais je voudrais me concentrer sur Mayara Ferrand, qui est une artiste brésilienne, qui a tenté de documenter la vie quotidienne des esclaves qui arrivaient à Bahia pour finalement donner à voir des choses qu'elle aurait voulu voir et qui n'existent pas, et notamment l'amour lesbien, par exemple. Mais est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'elle a des témoignages ou elle a des éléments? Ça ne peut pas ne pas exister. D'accord. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est documenté sur l'esclavage, ça va être soit des choses extrêmement colonialistes, soit des choses extrêmement tragiques ou misérabilistes, etc. Et elle voulait montrer une image sensible de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle, mais pas l'image, puisqu'elle ne les avait pas. Et donc, elle a nourri son modèle avec des textes. Des textes qu'elle a créés ou des textes de témoignages. Et ensuite, elle a recréé avec Runway ou je sais pas quel système, elle a recréé des images quand même. Voilà, elle a créé des images, mais pas à partir d'autres images. Alors, ça m'a fait penser à une exposition qui m'avait beaucoup impressionnée il y a une grosse dizaine d'années au Jeu de Paume, d'un photographe sud-africain qui s'appelait, parce qu'il a disparu depuis, Santu Mofokeng, et qui a mis en place en Afrique du Sud une collecte de toutes les archives des photos de populations noires, sachant que dans la photographie sud-africaine, les Noirs étaient dans le paysage, en fait, étaient des éléments de paysage. Et donc, il y avait seulement certaines familles qui prenaient des photos de famille, des familles noires. Et il a entièrement documenté ça avec leur nom, ce qu'ils faisaient comme métier, où ils étaient, etc. Donc, lui, il a fait ce travail-là de documentation. Et là, c'est un peu par l'autre bout, par l'imaginaire, par l'émotion, et finalement recréer et réhabiliter une certaine mémoire, une autre façon de voir ce passé-là. Et donc c'est de la création en fait. C'est de la création poétique, mais inspirée d'une histoire, ou c'est purement de la création? Parce que si on dit que c'est inspiré d'une histoire, les gens vont dire, mais c'est notamment ceux qui sont contre, vont dire c'est des fake news ou c'est du woke. Je pousse le débat. Ou est-ce que c'est inspiré d'histoire, enfin qu'il y a une recherche ou il y a des éléments scientifiques? Alors non, c'est pas de l'info, hein, c'est de la création, hein, donc de la création assumée. Et oui, ces photos n'existent pas. Ces photos ont été créées. Mais c'est pas une fake news dans le sens où c'est pas des news. C'est de oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je trouve que la discussion est née de discussions que j'ai eues en ligne, notamment avec des gens qui nous demandaient, enfin, qui réfléchissaient sur ce qu'on avait posté la semaine dernière sur ce que fait le Parisien avec la création à partir du texte qui a eu le prix Albert Londres, et des créateurs qui me disaient oui, mais ça c'est pas de l'info, c'est du faux. Je dis bah non, c'est un texte. Et donc il y a un débat qui est en train de naître, et d'ailleurs on est heureux d'y contribuer. Donc je pense que c'est très important de faire la différence parce que ça permet justement de dire bah ça c'est de la création. Quelque part il y a un auteur. Ça répond à la même problématique. Comment représenter ce pourquoi on n'a pas d'image? Exactement. Et effectivement, en plus, ça va bientôt être l'année France-Brésil, je crois à partir de mars, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai été contacté par beaucoup de franco-brésiliens qui se posent la question, et peut-être que c'est un très bon angle que tu viens de sortir. Il faudra qu'on discute avec eux de ça. Écoute, merci, c'est surprenant, parce que c'est pas des images qu'on voit, je dirais, régulièrement. Et puis en plus, on sait qu'il y a un courant au Brésil très très fort des populations d'origine afro-brésilienne finalement, pour retrouver une identité, parce qu'elles ont été, tu parlais de l'Afrique du Sud, complètement effacées, disons, de la culture officielle. Il y a une remarquable adaptation sur Netflix de 100 ans de solitude en ce moment. Il y a vraiment une partie de la culture brésilienne
afro-brésilienne qui a été effacée, même si elle est totalement présente, notamment dans la musique, elle n'est pas représentée par les images, et donc ça fait partie des choses qui vont remonter et que l'IA va faire vivre, comme tu le disais. Bah, dans la même veine, j'ai trouvé un peu, par la grâce des algorithmes, cette artiste créatrice américaine, je crois. Je voulais le partager parce que j'ai eu un coup de cœur comme ça. You bastard, you brilliant disaster. Je l'ai posté aussi dans la I've newsletter tasted your salt Ce and que je trouve swallowed remarquable, un peu comme David your Sauzer, sweetness. c'est la capacité qu'elle a d'utiliser les You've accidents thrown punches et like puis de créer un univers qui est rainstorms kissed inspiré real soft. d'artistes où on trouve des références, Like a Miro whisper notamment, after et ça ressemble à un clip, midnight. et c'est aussi un peu de la danse. C'est Love, produit your twin, par un your moteur, et quand on cruel le regarde sur un accomplice. réseau avec un casque, c'est extrêmement, Wrapped in silk, c'est extrêmement fort. it's the Tout d'un coup, look in her eyes c'est un when moment she knows. de poésie. And Quand on le regarde people plusieurs fois, c'est un peu crack hypnotique. On Mmh. commence à voir les aspects all vraiment purement past them hallucinatoires into de l'histoire, hein. Mais Ah sauf ouais. que c'est utilisé. and C'est comme si on était dans laugh une like espèce de fools cauchemar ou at de rêve, dusk. où les personnages changent I've de held dimension, her like it et, was my et c'est only plus du tout en fait un lifeline. problème. C'est comme si la machine, je dirais, Watched co-créait her avec elle, quoi. En tout flip cas, Mmh. l'algorithme like trouve des smoke correspondances through bizarres, fingers. et ça Mais je serais fonctionne. curieuse de savoir finalement ces IA artistes, It's never comment ils yours. arrivent, quelle est leur I formation, leur borrow cheminement pour arriver là. Ça peut Bah, je être, suis en train de discuter avec pas mal d'entre eux là justement parce que je crois qu'on peut sans doute construire quelque chose ensemble. D'autant plus qu'ils sont tous dans des phases très intéressantes. Il y a eu l'émerveillement, on va dire au début. Ils ont trouvé ces outils I've danced extraordinaires parce with qu'ils pouvaient enfin ghosts and s'exprimer. Souvent, c'est waltzed with des the DA ou wind. des gens qui ont Mmh. une formation artistique. Et puis là, il y a I've des loved grosses so hard interrogations parce que finalement, cette and I art, cette almost création, elle hate. appartient à qui? Si Mmh. tu lis les But here's the petites secret. conditions écrites en No bas one des tells modèles, you elles appartiennent au every logiciel. scar Et là, il y a des is vrais a problèmes qui se posent, un peu story. comme on en a parlé sur le manga. Sacred. Euh, il y a une relation avec la technologie qui est tellement intime que pourtant il y a quand même un univers là. C'est un peu comme il y a quelqu'un qui sait faire des choses et qui programme. Donc je pense qu'on va vers des discussions très intenses et sans aucun doute, je pense, des droits. Hein, on est dans la situation aujourd'hui où on dit ah bah c'est parce que ça a été imprimé sur telle machine, ça appartient au propriétaire de la machine d'impression. Bah non, c'est un univers, c'est quelqu'un qui a créé quelque chose. Et voilà, il y a un côté aléatoire et puis maintenant ça repart. Les personnages Joli. changent. Comment? C'est joli. Oui, ça pose des questions. En tout cas, on va mettre toutes les références. On va partager le lien et vous pourrez aller voir ce qu'elle fait. Mmh. Voilà, à bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à réagir. Bien Bye bye. sûr. Bye.